la balle est dans le camp du président Paul Kagame. Nous parlons ils sont tapés malin plaisir de traiter tous les chefs d'État pour les noms d'oiseaux sans parler de demander. Mais c'est vraiment nous pensons à l'avenir de ce pays. Il faut arriver là, avoir le courage de vous avez bien compris, de demander, de trouver notre dirigeant. Peut-être qu'il aura une oreille attentive de la part des dirigeants africains. Bonsoir à tous et bienvenue dans les émissions de la Voix des Grands Lacs. Ce soir, nous abordons un point portant sur la géopolitique, les enjeux sécuritaires et politiques de la région des Grands Lacs. Et comme invité, nous avons M. Gervais Tchondo, qui va se présenter à notre public, le public de la Voix des Grands Lacs. Je vous remercie, ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, de m'avoir invité ce soir sur votre chaîne de télévision La Voix des Grands Lacs. Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer vos téléspectateurs en général et en particulier vos téléspectateurs d'expression française. Et comme vous venez de le dire, c'est Gervais Tchondo. Je suis d'origine rwandaise, un ancien fonctionnaire de l'État, un ancien député, un ancien diplomate, et présentement, je vis à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Je suis toujours intéressé par ce qui se passe à travers le monde, en général, en Afrique, et en particulier dans la région des Grands Lacs et dans mon pays, le Rwanda. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, honorable député, ex-député, mais toujours honorable. Eh bien, nous allons donc aborder le sujet que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire les enjeux politiques et géopolitiques en Afrique des Grands Lacs, et notamment, si on peut se concentrer sur les 4 pays suivants, le Rwanda, le Burundi, la RDC et l'Ouganda, parce que c'est vraiment ceux-là qui aujourd'hui constituent l'épicentre de toute la crise qui se vit dans cette région depuis plusieurs années. Nous parlerons peut-être ensuite de la SADC, de l'EAC, c'est-à-dire le rôle que ces organisations régionales ont joué ou continuent de jouer dans cette région. Nous verrons ensuite les aspects diplomatiques proprement dit, les relations entre les pays de la région avec les puissances étrangères, avec l'Union européenne, avec l'Europe en général, pays par pays peut-être, hein, si on a le temps et s'il y a des choses à dire là-dessus, et avec les États-Unis en particulier, en ce moment où entre le Rwanda et les États-Unis, il y a un sujet d'actualité particulière, il y a le Rwanda Day, qui se passe, je suppose, à Washington, ou en tout cas aux États-Unis. Le président Kagame est présent. Est-ce que vous pourriez d'abord, avant d'aborder les points de la géopolitique de tous ces pays-là, parler de Kagame à Washington? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Lui qui est pointé du doigt par la communauté internationale pour le rôle qu'il joue dans la déstabilisation de la RDC et des autres pays de la région, notamment du Burundi. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, pour cette question. C'est vrai, comme vous le dites, le président Kagame est déjà dans nos murs. Et il vient participer au Rwanda Day qui se tiendra demain, le 2 et après-demain, le 3 février. Le Rwanda Day, comme vous le savez, ça faisait un bon bout de temps qu'il n'était pas organisé. Ça s'est arrêté pendant la période de Covid. Et maintenant, ils veulent relancer ça. Ils ont choisi Washington pour le lancement de ce Rwanda Day. Mais ce n'est pas par hasard.
Je suis sûr que ce n'est pas certainement un Rwandais comme tous les autres. J'ai suivi les différents communiqués du ministère des Affaires étrangères à Kigali, de l'ambassade des États-Unis au Rwanda. Apparemment, il y a à peu près 13 000 personnes qui ont demandé des visas pour venir participer à ce Rwanda Day. À ce qui me semble, et on risque de me tromper, ce Rwanda Day est spécial parce que le président Kagame veut lancer sa campagne électorale à partir des États-Unis. Ça, c'est l'objet principal à ce qui me semble. Ils ont fait une forte mobilisation pour montrer que le président Kagame est toujours populaire, qu'il a tout le peuple rwandais derrière lui. Évidemment, qu'il voudrait, ce peuple rwandais voudrait le garder comme chef d'État in aeternam. Mais un petit commentaire, avoir la participation des gens qui vont participer à ce Rwanda Day, qui viennent de tous les continents, du Rwanda, de l'Europe, de l'Australie, des États-Unis, of course. Ils ont plusieurs raisons. Ces gens qui viennent participer. Évidemment, il y a toujours le gouvernement qui force, mais je peux dire que parmi les participants, il y a des gens qui veulent profiter de cette occasion pour venir aux États-Unis et ensuite prendre la clé des champs. C'était peut-être une infime minorité. Il y a des gens qui viennent du Rwanda qui sont animés par un instinct de survie, qui, la mort dans l'âme, veulent démontrer au président Paul Kagame qu'ils le soutiennent, qu'ils sont qu'ils sont derrière lui pour avoir la paix au Rwanda. Il y a évidemment ces turiféraires qui viendront ici pour l'encenser et d'autres hauts fonctionnaires, évidemment, qui n'ont pas d'autre choix que d'être à côté de leur chef. Pour tout résumer, monsieur l'ambassadeur, vous vous souvenez de l'histoire du chancelier Hitler entrant au Parlement allemand avec une pauvre poule dans la main. Arrivé à l'intérieur, il a commencé à déplumer la poule, plume par plume. Une fois complètement déplumé, Hitler a tendu à la poule des graines de céréales dans sa main et la pauvre poule a commencé à picoter. Il les a jetés par terre et a commencé à marcher. La pauvre poule, complètement déplumée, a commencé à suivre Hitler. C'est comme ça qu'il conclura que voilà, même si on vous dépouille de tout, vous allez toujours suivre le boss qui vous a dépouillé de tout cela. Je pense que ça illustre le cas de ce qui se passe ici au Rwanda Day. La plupart de ces gens, ce sont des gens qui ont quitté le Rwanda, je parle de cela de la diaspora, pour fuir le régime du président Paul Kagame. Et maintenant, il participe à ce Rwanda Day. C'est ça que je peux dire en peu de mots. Il veut lancer sa campagne. Il veut montrer au monde qu'il est toujours populaire et que le peuple rwandais ne veut pas se séparer de lui. Et il le fait en face de ses amis américains. Et voilà. Euh, Parlant de notre sous-région des Grands Lacs, monsieur l'ambassadeur, j'ai l'habitude de dire que je n'aime pas répéter des choses qui ont été dites plusieurs fois par d'autres personnes. Mais cette fois-ci, comme il s'agit de la région des Grands Lacs, où presque toutes les idées ont été exprimées à plusieurs reprises sur différents forats,
je ne peux pas m'empêcher, au risque d'être traité de radoteur, de répéter beaucoup de choses déjà connues du grand public. Parlons des relations du Rwanda avec les pays de la sous-région. Ces relations sont exécrables. Non seulement elles sont compliquées entre le Rwanda et tous les pays de la sous-région, sans exception aucune, mais également entre le Rwanda et les organisations régionales auxquelles il fait partie. Parlons du Burundi. Je dirais que les relations entre le Rwanda et le Burundi sont calamiteuses au moment où nous parlons. Les frontières entre les deux pays sont fermées. Avec toile de fond, le refus du Rwanda de renvoyer au Burundi les auteurs du coup d'État manqué de 2015 pour leur traduction en justice. Ces auteurs du putsch sont devenus des protégés du régime de Kigali. Ce sont eux qui coordonnent les opérations de recrutement des jeunes Burundais à partir des camps de réfugiés au Rwanda. Et ensuite, les entraînent et les envoient renforcer les rangs du groupe Red Tabara qui mène des opérations, des expéditions meurtrières sur le territoire burundais à partir de la RDC. Présentement, les troupes des deux pays sont entassées le long de leurs frontières et se regardent en chien de faïence. Ça, c'est le Burundi, si je me résume. L'Ouganda. Les relations entre le Rwanda et l'Ouganda sont lamentables. Vous savez très bien que c'est l'Ouganda qui a entraîné, armé et accompagné le FPR jusqu'à sa prise du pouvoir au Rwanda en 1994. Mais les relations conflictuelles entre les deux pays souffrent le chaud et le froid et évoluent évidemment en dents de scie. À titre d'exemple, vous vous souvenez des affrontements de l'armée ougandaise qui ont opposé l'armée ougandaise à l'armée rwandaise à Kisangani, en République démocratique du Congo. Vous vous souvenez de la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda qui a été fermée par le Rwanda pendant presque de 2 ans, sous prétexte que l'Ouganda abriterait des groupes armés qui allaient attaquer le Rwanda. Mais jusqu'à maintenant, on peut se demander où sont passées ces troupes. Est-ce par un coup de magie que ces troupes se sont évanouies dans la nature ou elles ont été neutralisées? Si oui, par qui et quand? Vous avez parlé de ces troupes, mais parlons aussi de la Tanzanie. Le Congo, on aura beaucoup de choses à dire. La Tanzanie, les relations entre le Rwanda et la Tanzanie, elles sont vraiment concernantes. Quand en 2010, non, 2013, je pense, l'ancien président Kikwete a eu le crime de lèse-majesté de proposer au Rwanda d'entrer en négociation, dans prendre l'initiative de dialoguer avec les FDLR. La réponse du président Paul Kagame ne s'est pas fait attendre. Il a proféré des menaces d'abattre le président qui était par surprise. Et vous vous souvenez des conséquences. La Tanzanie a expulsé tous les anciens réfugiés rwandais qui étaient sur le territoire tanzanien depuis 1959. Pas plus qu'il y a une dizaine de jours. La Tanzanie, par la voix de sa présidente, Madame Sululu, a révélé en des termes à peine voilés
que le Rwanda est en train de préparer la déstabilisation de son pays, la RDC. Ce pays ancien démocratique, je veux dire ancien Zaïre, devenu République démocratique du Congo, entretenait de très bonnes relations avec le Rwanda et l'autre pays voisin, le Burundi. Ils avaient des projets communs dans le cadre de la CEPGL qui, si ils avaient été réalisés tels que programmés, la sous-région serait un havre de paix. Je veux dire, il y avait surtout ces accords sur la libre circulation des biens de personnes avec droit d'établissement dans les trois pays. Si vraiment on avait eu l'occasion de mettre en œuvre ce traité, les problèmes démographiques qui se posent dans nos petits pays seraient résolus. La pauvreté de tous les pays de la région, de trois pays de la région, aurait été éradiquée, mais avec l'avènement du régime du FPR au Rwanda, les choses ont complètement changé. Vous savez, le nombre de guerres que le Rwanda, de temps en temps, avec l'Ouganda et à l'époque même le Burundi, ont lancé sur le territoire de la République, je vais dire dans l'ancien Zaïre, actuellement République démocratique du Congo, qui ont porté au pouvoir le président Kabila. Ensuite, les autres guerres pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Le tout, il y avait le régime rwandais derrière cette situation. Ça fait quand même depuis 1996 jusqu'à ce jour, on se dit que c'est toute une éternité. Il y a des gens qui sont nés dans ce pays qui ne connaissent que la guerre. Ne parlons pas des pertes en vies humaines qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu, dont les chiffres les plus bas s'estiment à quelques 10, 13 millions d'êtres humains qui ont perdu leur vie sur le territoire de la République démocratique du Congo et sous le régime du président Paul Kagame. Nous avons présentement des organisations sous-régionales qui ne peuvent pas fonctionner ou s'acquitter de leur mission à cause du comportement cavalier du Rwanda. Je m'en vais pour donner l'exemple de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Cette communauté regroupe des pays comme le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, le Sud-Soudan, la RDC et même la Somalie. Un petit exemple. L'année passée, il a été décidé d'envoyer une force de la sous-région pour la stabilisation de la paix en République démocratique du Congo. Il n'a pas pu s'acquitter de sa mission. Évidemment, on a dit qu'il n'avait pas de mandat de force combattante. C'était une force de maintien de la paix, comme la plupart d'autres forces qu'on a vues à gauche, à droite. Mais le fait même qu'il ait échoué et qu'il soit rentré, je me réfère surtout aux forces kenyanes, les forces ougandaises et les forces sud-soudanaises, c'était à cause du comportement du Rwanda qui n'a pas facilité leur tâche. Nous pouvons parler de... qui n'a pas facilité leur tâche ou qui était de connivence avec ces pays. Certains disent, les Congolais notamment, que le Kenya était de connivence avec Kigali.
de connivence avec Kigali ou pas Kigali, une chose est certaine, c'est qu'il y avait le M23 qui est toujours avec les forces rwandaises de défense qui se battent, qui somment la pagaille ou le désordre dans ce pays. Je parle plutôt de cela qui accompagne le M23 officiellement et identifié dans les différents rapports. C'est possible qu'il y avait d'autres pays qui étaient en de connivence, mais je préfère me référer aux rapports officiels que nous lisons et qui, jusqu'à preuve du contraire, font foi. Donc, de connivence ou pas de connivence, une chose est certaine, c'est que le Rwanda est du nombre, est à la base de l'échec de cette mission. Je pouvais donner un autre exemple des organisations qui ne fonctionnent pas. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs, mais qui ne peut pas ramener la paix au Congo. Il a été mis en place dans les efforts diplomatiques de trouver une solution acceptable pour ramener la paix au Congo, mais elle ne marche pas. On ne peut pas trouver cette paix parce qu'il y a Rwanda qui est pêcheur en eau trouble, qui ne peut pas accepter que la paix revienne dans son pays. En d'autres mots, le ministre, je crois que le titre, c'est secrétaire d'État à la coopération. Le général Kabarebe a parlé de. Il a fait une phrase quand même, un aveu important. Il dit qu'ils ont causé à Kajagari, dans la sous-région. Il avoue avoir causé à Kajagari. À Kajagari, c'est le désordre, c'est la désorganisation, le chaos, le bordel, la pagaille, tout ça. Ils ont causé ça dans la sous-région et ils en sont très, très conscients. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est peut-être le cas de le voir après avoir fait ce survol, mais avant d'en arriver là, nous pouvons penser aussi au désordre que ce même gouvernement a causé dans d'autres organisations. Il y a des résolutions du Conseil de sécurité qui reviennent sur les accords de Luanda, les accords de Nairobi, qui ne peuvent pas être appliqués. Ce n'est pas la République démocratique du Congo qui ne veut pas les mettre en application. C'est encore le Rwanda. On a vu le balai diplomatique qui défile entre Kigali et Kinshasa, notamment le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, Anthony Blinken, qui a fait le déplacement de Kigali et de Kinshasa, où il a invité tous ces belligérants de se conformer aux accords de Luanda et de Nairobi. Sur place, ils disent qu'ils vont faire quelque chose, mais dès qu'ils tournent les talons, on ne sait pas ce qui pique le président Paul Kagame pour oublier ce qu'il avait promis à ces gens. Nous avons vu la visite de sa sainteté le pape. Son discours était vraiment très clair pour celui qui veut entendre, qui veut le voir. Les conseils qu'ils ont prodigués au président Paul Kagame, il ne les a jamais entendus. On a vu le roi belge et son premier ministre en visite en République démocratique du Congo. Tout le monde a pointé du doigt le président Paul Kagame et son régime pour dire qu'il faut qu'on laisse la République démocratique du Congo en paix. Bref, toutes les âmes de bonne volonté ont fait de leur mieux pour amener le président Paul Kagame au meilleur sentiment, mais il n'a jamais voulu les entendre. Je m'en vais parler du président Tshisekedi. Lui-même,
quand il a pris le pouvoir, quand il a commencé son premier mandat, vraiment, il a pris son courage entre les deux mains pour essayer de ramener la paix dans la région. Il est allé un peu, je dirais même loin, de façon que certains de ses compatriotes lui reprochaient de ne pas connaître le président Paul Kagame, mais il a tout fait. Il a fait preuve de patience pour que le conflit en République démocratique du Congo, à l'est de la République du Congo, soit résolu. Le dernier geste qu'il avait posé, c'était le 25 juin 2021. Il a fait le déplacement d'Orubavu pour rendre visite à ses compatriotes déplacés à cause de l'éruption du volcan Nyiragongo. Le lendemain, le président Paul Kagame est allé rencontrer son homologue Tshisekedi, je vais dire le 26 juin 2021, il est allé rencontrer le président Paul Kagame à Goma, où ils ont signé des accords de coopération. 9 accords de coopération. Le président Tshisekedi, tenez-vous bien, il a donné ordre, il a accepté d'ailleurs et donné ordre que la raffinerie d'or installée sur le territoire rwandais allait aussi raffiner l'or d'origine congolaise. Quand ils ont posé ce geste, j'y reviendrai, quand ils ont posé ce geste, j'ai dit, ça y est, d'abord les accords de coopération, cette histoire d'usine et de raffinerie d'or, j'ai dit, je crois que le rendez-vous pour la paix je veux dire, en République démocratique du Congo et surtout dans l'Est de la démocratique du Congo n'est pas loin. C'était ne pas connaître le président Paul Kagame parce que quelques mois plus tard, le 22 mars 2022, le M23 a relancé les hostilités. Quand on parle du M23, on parle du RDF, les forces de défense rwandaises, qui sont toujours avec lui. Ils ont oublié ce geste symbolique très important qu'ils venaient d'opposer et qui, à mon sens, et je vais y revenir en vous donnant le schéma le schéma du rapprochement franco-allemand qui est à la base de l'Union européenne qui regroupe maintenant 27 pays membres de l'Union européenne. Je vais y revenir. Les conséquences a été que le président Tshisekedi, qui avait fait preuve de confiance, de patience, a fait volte-face parce qu'il a été trahi par son père. Vous voudriez acquérir la confiance de quelqu'un, mais au lieu de vous l'accorder, il vous trahit. Quand vous dites père, que les gens comprennent que c'est père AI, homologue, c'est ce que vous voulez dire. Ah, son homologue. Ah oui, 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 d'accord. Oui, oui. Oui, vous avez raison. Donc, je disais que la confiance, c'est vrai qu'elle s'acquiert et qu'elle ne se force pas. C'est le cas de le dire. Le président Tshisekedi n'a pas pu forcer la confiance de son homologue rwandais, tout comme maintenant, il serait difficile au président rwandais Paul Kagame de forcer la confiance du président Tshisekedi ou même
d'autres chefs d'État et de gouvernement de la sous-région qui ont dépensé pas d'énergie, pas mal d'énergie pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et dans la sous-région, mais qui se sont heurtés au refus et à la mauvaise volonté du président Paul Kagame de manifester cette volonté de ramener la paix dans la sous-région. Monsieur l'ambassadeur, le président Kagame, l'année passée, je crois que c'était à l'occasion de la commémoration de la prise de pouvoir du FPR, il a eu le courage de dire que l'histoire du Rwanda est inscrite dans le sang. C'est-à-dire l'économie du sang, le développement du sang, la réconciliation du sang, la coexistence entre pays voisins du sang, la diplomatie du sang, tout n'est que du sang. Tu ne peux pas lui demander de faire autre chose que de verser du sang. Est-ce que c'est ça qui va contribuer au retour à la paix dans la sous-région? Est-ce que c'est ça qui va contribuer à la sécurité, à la paix et la sécurité dans la sous-région ou même internationale? Je ne pense pas. Et malheureusement, à ce que je sache, il n'est pas prêt à changer cette attitude, ce comportement. Je peux m'arrêter ici avant qu'on ne continue, monsieur l'ambassadeur. Je crois que j'ai été trop long. Justement, je voulais sauter sur l'occasion pour vous demander s'il le faisait parce qu'il est très fort ou parce qu'il a des protecteurs assez forts pour l'encourager à verser du sang impunément. Parce que lorsqu'on entend ce que disent les uns et les autres, tout à l'heure, vous avez parlé des déplacements de certaines personnalités occidentales à Kigali ou à Kinshasa, notamment le secrétaire d'État Blinken. Les paroles qu'il avait prononcées, rappelez-vous, à Kinshasa, ce n'était pas tout à fait la même chose qu'à Kigali. Quand il est arrivé à Kigali, il a été plus ou moins cool, diplomate, presque copain avec Kagame, hein. Et avec Biruta, on se demande, mais est-ce qu'il croit à ce qu'il dit au président Tshisekedi ou alors c'est pour l'endormir? Est-ce que les États-Unis n'ont pas un plan B pour permettre à Kagame quand même de continuer à renforcer son autorité et sa puissance dans la région? Je vais vous passer une petite vidéo, si vous permettez, ça ne dure même pas une minute, d'une déclaration de Blinken qui fait qu'on doit se poser des questions. Lorsque le président Tshisekedi le voit, qu'ils discutent ensemble, eh bien, il lui dit, voilà, on va faire pression sur Kagame pour qu'il abandonne la partie, qu'il retire ses troupes de la RDC. Mais écoutez ce qu'il dit à Kigali, je suppose, parce que je vois le logo de la télévision rwandaise. Je n'ai que 50 secondes de discours. C'est en anglais, vous nous direz ce qu'il veut dire exactement en prononçant cette phrase. We recognize that Rwanda has security concerns of its own, including reports of cooperation between the Congolese military and the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, the DFLR, an armed group. We know that Rwandans are also alarmed, justifiably, by the increase in hate speech in the DRC targeting Rwanda phones. The United States will continue to condemn such unacceptable and dangerous rhetoric, and I encourage President Tshisekedi's government to do the same. When it comes to the FDLR, it has sought to conduct attacks on Rwanda, and it's supported hateful ideologies. And we've seen support, as I said, we've seen reports of cooperation between Congolese forces and the FDLR. I raised this directly with the president in the Congo, and we are pressing again for that support to see. Alors, l'anglais, ce n'est pas ma langue, mais je comprends plus ou moins ce qu'il a dit. J'ai l'impression qu'il essaie de justifier la présence des troupes rwandaises au Congo.
en affirmant que le FDLR combattait aux côtés de la RDC. Combattait qui? Est-ce qu'elle combattait les troupes rwandaises au Rwanda? En plus, il dit que le FDLR, évidemment, c'est le diable. Hein, c'est comme s'il disait, on va les exterminer pour avoir la paix dans la région. Quelle est votre interprétation d'une telle phrase prononcée par le secrétaire d'État américain? En fait, qui répète les alibis de Kagame, quoi. Il répète exclusivement les... Je vous remercie pour cette question. Le secrétaire d'État Blinken est un diplomate. Était un diplomate et servant les intérêts de son pays. Et tenez-vous bien que même ici, au niveau des États-Unis, il y a des gens qui soutiennent le régime du président Paul Kagame. Il y en a d'autres qui sont complètement opposés, qui sont contre ce régime. Par le passé, quand nous avons eu le problème avec aujourd'hui, la sous-région avait eu à faire face au M23. Vous vous souvenez que les États-Unis avaient imposé des sanctions d'un montant de 200 000 $. C'était un montant symbolique. Les gens pouvaient dire qu'on aurait pu imposer des sanctions beaucoup plus sévères. Mais même pour avoir ces 200 000, il a fallu certainement que le président de l'époque, je veux dire, Obama négocie dur pour avoir ça. Parce qu'il y a justement des gens qui sont pour Kagame pour des raisons qui sont à la base de ce conflit dans la région des Grands Lacs. Ce sont les intérêts que les puissances occidentales ont en rapport avec les ressources minières de la RDC. Ces ressources minières ne sont pas vendues sur le marché de Kigali. Tu n'irais pas au marché de vivres trouver ces ressources minières. Ils ont une destination outre-mer, entre autres entre les États-Unis, entre l'Europe, différents pays européens, qui, à ce qui me semble, sont justement des pêcheurs en eau trouble. Alors, condamner immédiatement les actions répréhensibles du président Paul Kagame par un diplomate américain, ça aurait aussi un peu de conséquences. Dire au président Kagame, voilà, nous comprenons ton mensonge, et le dire facilement, le dire publiquement, répéter en tout cas ce qu'ils lui ont dit, ce que le président Kagame lui a dit, peut-être que dans sa diplomatie, il pense que en prouvant qu'on a compris ses préoccupations, ce sera plus facile de le ramener à des meilleurs sentiments, comme on dit. Mais, autre chose, quand vous me parlez des FDLR, maintenant je peux en parler aussi, c'est une occasion d'en parler. Les FDLR, si vous vous souvenez vous vous souviendrez que dans le passé, je crois que c'était 2005, que sous l'impulsion de la communauté de Sant'Egidio en Italie, les FDLR avaient accepté de s'asseoir sur la même table de négociation avec le gouvernement rwandais. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait sorti une déclaration dans laquelle il saluait la position la déclaration du FDLR
qui étaient disposés à déposer les armes pour renoncer aux attaques contre le Rwanda, à condition qu'on négocie les conditions dans lesquelles ils allaient être rapatriés. Mais ces conditions voulaient que aussi les FDLR, avec les réfugiés qui les protègent, puissent retourner au pays dans la dignité. Le gouvernement rwandais n'a jamais accepté cette position entérinée par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans lequel les États-Unis siègent en tant que membres permanents. Si vraiment on avait voulu que la paix revienne dans la sous-région, je crois que le président Kagame, le monde entier aurait dû saisir la balle au bon pour qu'on mette fin à ce prétexte des FDLR qui serait à la base de la déstabilisation du Rwanda. Si on avait accepté de le faire, je crois que le FDLR, le discours de haine qu'on développe maintenant, serait conjugué au passé. Mais il y a des gens qui ont toujours besoin d'avoir un ennemi en face. Le président Kagame en est de cela. Et certainement que les gens qui soutiennent son régime le voient aussi de la sorte. Il faut autrement, s'il y a la paix, que vont faire les pêcheurs en eau trouble? L'exploitation des ressources minières du Congo va être organisée. Et si une fois elle est organisée, qu'il n'y a pas de fraude, peut-être les prix sur le marché seront un peu plus élevés, il y aura un peu plus de contrôle, il n'y a pas de choses qui passent par à côté. Et la marge de bénéficiaire de tous ces gens ne sera pas aussi grande qu'ils le souhaitent. Donc, pour me résumer, même si j'ai tapé un peu à côté, il y a des gens qui ont besoin de cette présence, qui ne veulent pas terminer cette guerre du jour au lendemain, parce que la paix ne sert pas leurs intérêts égoïstes, leur cupidité. C'est comme ça qu'on fait, les choses s'enlisent. Parlant des États-Unis, maintenant qu'on est là, si vraiment les États-Unis décident une fois pour toutes mettre fin à ce conflit, ils le feront comme si c'était un bâton magique. Dernièrement, à la veille de l'organisation des élections, bon, le ministre, le même secrétaire d'État aux Affaires étrangères, le ministre Blinken, a demandé que les belligérants observent une trêve de 3 jours et de 2 semaines. Ça a été accepté. Si on avait dit que les armes doivent se taire maintenant, évidemment, pour dire que c'est un peu compliqué, on ferme les yeux, on dit que voilà, il y a des gens de mauvaise volonté qui ont fait ceci, cela. Mais si on décide que les armes se taisent une fois pour toutes et qu'on impose cette paix, je crois que c'est réalisable. C'est réalisable. Mais le problème, est-ce que les gens veulent en arriver là tout de suite ou bien on veut essayer de traire la vache à lait que la RDC au maximum avant de prendre une décision dans ce sens. Rwanda et le Zaïre de l'époque entretenaient des excellentes relations. La population banyamulenge n'avait aucun problème avec ses voisins. Le président Mobutu leur avait donné même la nationalité. Mais il a fallu que le gouvernement rwandais somme le bordel, la pagaille, pour aller
poursuivre les réfugiés rwandais en territoire du Zaïre de l'époque et finir par renforcer, je vais dire renverser le président Mobutu pour qu'on dise que ce sont les Banyamulenge qui ont pris les armes pour aller chasser le régime du président Mobutu. Les Banyamulenge ont porté un chapeau qui n'était pas le leur. Et ils veulent qu'ils continuent à le porter. Ils ont créé une haine presque viscérale entre ces gens et certains groupes, je vous dis ces Banyamulenge et leurs compatriotes, qui n'avaient aucun problème avec eux à cause du Rwanda. Et cette fois-ci, chaque chose qui arrive, au lieu de reconnaître les erreurs qu'ils ont commises en attisant cette haine, ils veulent transformer les victimes en bourreaux, comme ça a toujours été le cas. Les Banyamulenge, honnêtes et sincères, vous diront que le gouvernement, le régime du président Kagame leur a rendu un très mauvais service. Un très, très mauvais service. Et ils veulent, le régime de Kagame, perpétuer cette perception des choses qu'ils ont inventées, mais qui ne tiennent pas debout. Évidemment, ils vous diront mentez, mentez toujours, il en restera quelque chose. Mais vraiment, dire que c'est à cause des discours de haine qu'on va à la secousse des populations Banyamulenge et qu'en même temps, on voit le traitement qui leur est réservé dans des camps de réfugiés de comment ça s'appelle, du côté Kibouye, là. Le jour où ils disaient qu'ils préfèrent rentrer chez eux. On a abattu, je ne sais pas combien, 22 d'entre eux, parce qu'ils en avaient marre de rester au Rwanda. Et cette fois-ci, on te dit qu'on a pitié de ces Banyamulenge. Il y a des gens qui veulent les exterminer. Non, non, non. C'est encore un autre subterfuge. Comme le régime de Kigali en a plus d'un dans sa poche. Mais ma foi, dire que c'est à cause de FDLR, je venais de dire que ces FDLR ne seraient pas sur le territoire congolais si on avait bien voulu résoudre le problème de ces réfugiés de FDLR. Mais on a toujours besoin d'un ennemi en face sur qui on va jeter la responsabilité sur tout ce qui passe dans la sous-région. Maintenant, avant que je ne repère de la voix, j'avais, si vous me le permettez, j'avais parlé du schéma du rapprochement franco-allemand. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas convaincus que c'est la meilleure façon, mais je me dis que quand même ça a des mérites. Parce que le grand mérite, c'est que la diplomatie, quand on veut le faire, elle peut faire des merveilles. C'est que le développement peut contribuer à la résolution des conflits une fois pour toutes. C'est que la défense peut être partagée par les partenaires au développement et que la réconciliation est très facile. Je disais que la réconciliation, en fait, découle de la volonté de vivre en paix. Dès que vous avez compris que la paix n'a pas de valeur, vous pouvez avancer vers la réconciliation. Ce qui s'est passé avec la France et l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et après, ou même avant les occupations allemandes de certaines parties de la France, pour résoudre ce problème, il a fallu des gens courageux. Ce n'est pas nécessairement les officiels que vous voyez là. On a vu le président de Gaulle
avec le chancelier Adenauer. On a vu Adenauer avec le ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman. On a vu tous ces officiels, mais il y a toujours aussi la société civile. Il y a toujours des professeurs d'université, des gens qui font des efforts pour que ce rapprochement puisse avoir lieu. Alors, je disais que la réconciliation découle de cette volonté de vivre en paix. C'est comme ça que le ministre Schuman a eu l'idée géniale, il était ministre des Affaires étrangères de l'époque, de proposer que la, la pomme de discorde qui était là, c'est-à-dire entre la France et l'Allemagne, c'était l'histoire du charbon et de l'acier. Ils ont décidé de mettre une compagnie, une société commune du charbon et de l'acier. Ils ont dit, nous pouvons même aller un peu plus loin et y associer d'autres pays. Ils ont dit, d'autres pays, c'est-à-dire les pays européens. Il y avait l'Italie, il y avait la Belgique, il y avait le Luxembourg, il y avait les Pays-Bas, je veux dire. Et à la fin, ils ont mis cette communauté européenne de charbon et de l'acier qui, en 1957, est devenue la Commission économique européenne. Cette Commission économique européenne, avec l'impulsion, sous l'impulsion du président de Gaulle et du chancelier Adenauer, ils ont signé des accords de coopération pour renforcer cette démarche. Adenauer et de Gaulle ont apparu ensemble dans un service religieux. C'est un symbole très important quand les gens voient ça. Après de Gaulle, il y a eu des gens comme Giscard d'Estaing, on le voit avec Schmidt, le chancelier Schmidt. On voit plus tard le président Mitterrand avec le chancelier Helmut Kohl, la main dans la main, aller s'incliner devant et nos serres qu'on appelle, je pense, c'est le cerf de Douaumont, où on a enterré plus de 13 000, non, 130 000 plutôt, combattants français et allemands qui ont péri pendant la Première Guerre mondiale. Ça a continué, tous les chefs d'État français et chanceliers allemands ont continué ce geste. Je le dis parce que même la chancelière Merkel et le président Sarkozy se sont rencontrés le 1er novembre 2009 hein, pour raviver ensemble la flamme du tombeau du soldat inconnu. On a vu le chancelier, je dis la chancelière Merkel avec le président Macron, ainsi de suite. Et voilà ce qui était encore plus difficile, le choix de la date de commémoration. Les Français voulaient la date du 1er novembre. Hein? La date du 1er novembre pour les Allemands était une humiliation. Donc, c'était une fierté des Français parce que c'était la commémoration de la victoire et de la paix. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Et les Allemands avaient des problèmes à avaler cette couleuvre parce qu'ils ne voulaient pas avoir cette date dans son calendrier mémoriel. Pourquoi? Car elle évoquait un souvenir de son effondrement et de son humiliation lors de la signature du traité de Versailles. C'était difficile.
Mais à la fin, finalement, le président Mitterrand, avec le chantier Helmut Kohl, quand ils se sont rencontrés, dans dans leurs échanges de discours, ils ont trouvé quand même une formule très forte. Il faut que je retrouve la formule. Ils ont dit, voilà, je pense que je la vois, en son 11 novembre, nous ne commémorons pas la victoire d'un peuple contre un autre, mais une preuve qui fut aussi terrible que l'un, je veux dire, qui fut terrible pour l'un et pour l'autre. Ce n'est pas la victoire d'un peuple contre un autre, mais une épreuve qui fut aussi terrible pour l'un que pour l'autre. Imaginez-vous, nous qui parlons des gens qui ont été exterminés sur le territoire congolais, si on pouvait trouver une autorité rwandaise et une autorité congolaise déterminée à ramener la paix dans la sous-région et qui tiendrait un langage à peu près comme celui-là. Ça serait formidable. Ce serait formidable. Est-ce que ça peut être fait par le régime en place? Tout à l'heure, je disais que la confiance s'acquiert, qu'elle ne se force pas. Est-ce que vraiment le président Paul Kagame, là où on est, là où on sont les choses, est capable de se présenter devant un dirigeant congolais pour lui dire que désormais, il veut déposer la hache de guerre, qu'il veut œuvrer pour la paix et la sécurité dans la sous-région et par conséquent la sécurité internationale. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut un autre pouvoir qui peut tenir son langage et qui peut être accepté par les pays de la sous-région. Je dis que les présidents, je vais dire les présidents Nkurunziza, non, Ndayishimiye et le président Tshisekedi ont répété à juste titre que le problème n'est pas entre le peuple rwandais et le peuple burundais, que le problème n'est pas entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Il pointe du doigt le président Paul Kagame. Nous parlons d'une paix durable. Si vous êtes convaincu que, si les gens sont convaincus que vous ne pouvez pas être un interlocuteur valable à leur face, si vous dites que vous voulez contribuer à la paix et à la prospérité pour notre postérité, il faut tirer des conclusions qui s'imposent. Il faut tirer la conclusion qui s'impose. Au départ, nous parlions du lancement de sa campagne au cours de ce week-end. Il veut être réélu pour un mandat de 5 ans. Un mandat de 5 ans, pour quoi faire si tu ne peux pas convaincre l'un ou l'autre de tes pairs ou de tes homologues, comme vous avez bien voulu me rappeler pour ne pas faire la confusion. Il n'y a pas plusieurs pairs. Et si vous ne pouvez pas convaincre un de vos pairs que vous êtes un interlocuteur crédible, en anglais, on dit qu'on peut prendre ta parole à la banque. Take his word to your bank. Alors, si tu es dans cette situation, tu devrais tirer la conclusion, au lieu de présenter ma candidature, je présente mes excuses
au peuple rwandais pour qu'il choisisse quelqu'un qui pourrait être accepté par les pays de la sous-région, par les peuples de la sous-région, et qui puisse négocier au nom du peuple rwandais le retour de la paix. Donc, la balle est dans le camp du président Paul Kagame. Nous parlons de... Il se tape malin plaisir de traiter tous les chefs d'État de tous les noms d'oiseaux, sans parler des Rwandais, n'est-ce pas? Mais si vraiment nous pensons à l'avenir de ce pays, il faut en arriver là, avoir le courage de dire, je vous ai bien compris, peuple rwandais, trouvez notre dirigeant, peut-être qu'il aura une oreille attentive de la part des dirigeants africains. Demain ou après-demain, vous entendrez peut-être le M23 soutenu par les forces de défense rwandaises. On apprendra que peut-être ils ont abattu ou ils ont tué pendant les combats un soldat tanzanien ou un soldat sud-africain. Est-ce qu'il peut imaginer ce que ça représente? On va dire que c'était un accident ou bien oui, c'est à cause des combats, mais les répercussions peuvent être plus gravissimes qu'on ne le croit. Je m'arrête là, monsieur l'ambassadeur, en guise de conclusion.